Le souffle brûlant de Tonnerre, 600 kilos de terreur pure, frôle le visage d'Emma tandis que l'étalon noir s'arrête net devant elle, défiant toute logique. Dans ses yeux sauvages, la jeune fille reconnaît sa propre douleur, comme si leurs âmes brisées venaient de se reconnaître dans le silence assourdissant de la peur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil de Provence baignait les collines d'une lumière dorée alors qu'Emma Laurent observait la propriété depuis la fenêtre de sa nouvelle chambre. À 16 ans, elle se sentait déracinée, comme un arbre qu'on aurait brutalement arraché pour le replanter dans un sol étranger. Le domaine viticole de son grand-père, avec ses rangées interminables de vignes et ses bâtiments en pierre du XVIIIe siècle, aurait dû sembler accueillant. Mais pour Emma, c'était simplement un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. « Emma, tu viens déjeuner ?» La voix de sa mère, Sylvie, résonna depuis le rez-de-chaussée. Emma soupira, son regard s'attardant sur l'enclos des chevaux au loin. « J'arrive !» répondit-elle sans enthousiasme. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le divorce avait fait voler sa vie en éclats. 3 mois depuis que sa mère avait décidé qu'un nouveau départ s'imposait, loin de Paris, loin des souvenirs, loin de son père. Et maintenant, les voilà à Saint-Rémy-de-Provence, dans le domaine familial que son grand-père, Marcel Laurent, exploitait depuis 50 ans. En descendant l'escalier en bois qui craquait sous ses pas, Emma entendit des voix dans la cuisine. Sa mère et son grand-père discutaient à voix basse, mais se turent dès qu'elle apparut dans l'encadrement de la porte. « Ah, te voilà !» dit Marcel avec un sourire forcé. À 70 ans, C était un homme robuste aux mains calleuses et au visage buriné par des décennies passées sous le soleil provençal. « Je te parlais justement du centre équestre. Nous avons reçu un nouveau pensionnaire hier. » Emma haussa les épaules en prenant place à table. Les chevaux ne l'intéressaient pas particulièrement. En fait, peu de choses l'intéressaient ces derniers temps. « C'est un étalon magnifique », continua Marcel en lui servant une assiette de ratatouille. « Mais il a une histoire difficile. Il s'appelle Tonnerre. »« Pourquoi tu me racontes ça ?» demanda Emma, poussant distraitement les légumes dans son assiette. Sylvie et Marcel échangèrent un regard. « Eh bien, » commença sa mère, « ton grand-père pensait que tu pourrais peut-être t'intéresser au centre équestre. Ça te ferait une activité. » « Je n'ai pas besoin d'activité, » répliqua Emma sèchement. « Et je n'ai pas besoin qu'on essaie de me distraire. » Le silence tomba sur la cuisine comme une chape de plomb. Emma savait qu'elle était injuste. Sa mère et son grand-père essayaient seulement de l'aider. Mais la colère qui bouillonnait en elle depuis le divorce ne semblait jamais s'apaiser. Elle avait l'impression de porter un poids écrasant sur la poitrine, l'empêchant de respirer normalement, d'exister normalement. Le docteur Moreau a dit que ce serait bon pour ton anxiété de... commença Sylvie. « Je n'ai pas d'anxiété, » coupa Emma, sa voix trahissant pourtant le contraire. Les crises avaient commencé peu après l'annonce du divorce. Cette sensation de panique, d'étouffement, comme si le monde se refermait sur elle. Le médecin avait appelé ça des attaques de panique, symptômes d'un trouble anxieux. Emma préférait ne pas en parler. Marcel posa sa fourchette. « Personne ne te force à quoi que ce soit, ma petite. Mais parfois, regarder les chevaux peut apaiser l'esprit. Ils ont une présence thérapeutique. » Emma leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. Après le déjeuner, elle éclipsa aussi vite que possible, se réfugiant dans sa chambre avec un livre qu'elle ne lirait probablement pas. Ce ne fut que plus tard dans l'après-midi, lorsque l'ennui devint insupportable, qu'Emma décida de sortir explorer le domaine. L'air était chaud, chargé du parfum des lavandes qui bordaient le chemin menant aux écuries. À mesure qu'elle s'approchait, le hennissement des chevaux et l'odeur de foin se faisaient plus présents. Le centre équestre du domaine Laurent était réputé dans la région. Une dizaine de boxes abritaient des chevaux de toute race, et une grande carrière permettait aux cavaliers de s'entraîner.
Emma s'approcha prudemment, restant à l'écart des quelques personnes qui s'affairaient autour des écuries. « Tu dois être Emma », dit une voix derrière elle, la faisant sursauter. Elle se retourna pour faire face à un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux bruns et au sourire facile. Il portait une chemise à carreaux et un jean usé. « Je suis Antoine Dubois, l'instructeur principal », se présenta-t-il en lui tendant la main. Emma la serra brièvement. « Comment tu sais qui je suis ?»« Ton grand-père parle beaucoup de toi, » répondit Antoine. « Il est très heureux que tu sois là. » Emma ne savait pas quoi répondre à cela. Elle n'était pas certaine d'être heureuse d'être là elle-même. « Tu veux voir les chevaux ?» proposa Antoine. Sans attendre sa réponse, il se dirigea vers les boxes. « Nous en avons 12 actuellement, mais celui dont tout le monde parle est arrivé hier. » Il la conduisit vers le dernier box, légèrement à l'écart des autres. À l'intérieur, un magnifique étalon noir comme la nuit les observait, les oreilles plaquées en arrière, les naseaux frémissants. « Voici Tonnerre », dit Antoine, sa voix s'adoucissant. « Il a été sauvé d'un propriétaire qui le maltraitait. Il porte encore les cicatrices physiques et psychologiques. » Emma s'approcha lentement de la porte du box. L'animal était impressionnant, puissant, mais ce qui la frappa le plus, ce fut son regard. Un regard qu'elle reconnaissait, le même qu'elle voyait chaque matin dans le miroir, un regard empreint de méfiance et de douleur. « Il ne fait confiance à personne », continua Antoine. « Personne n'a encore réussi à le monter. Certains disent qu'il est trop sauvage, qu'il ne pourra jamais être dressé. » Emma ne répondit pas, hypnotisée par les yeux sombres de l'aile étalon. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une curiosité, un intérêt, peut-être même une connexion. « Je reviendrai demain », dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour Antoine. Et pour la première fois depuis longtemps, Emma tint une promesse qu'elle s'était faite. Les jours suivants, Emma établit une routine étrange. Chaque après-midi, après avoir passé la matinée à éviter les tentatives de conversation de sa mère, elle se rendait aux écuries. Elle ne montait pas, ne participait pas aux activités du centre équestre. Elle se contentait de s'asseoir sur une balle de foin, à distance respectable du box de Tonnerre, et l'observait. Elle, étalon noir, semblait aussi méfiant qu'elle. Les premiers jours, il restait au fond de son box quand elle approchait, les oreilles plaquées en arrière, prêt à charger si elle franchissait une limite invisible. Mais progressivement, une routine silencieuse s'installa entre eux. Emma venait, s'asseyait et lisait un livre ou dessinait dans son carnet. Parfois, elle lui parlait doucement, lui racontant des bribes de sa vie à Paris, l'appartement qu'elle avait dû quitter, son ancienne école, ses amis perdus. « Tu sais, Tonnerre, » murmura-t-elle un jour, « je comprends pourquoi tu ne fais confiance à personne. Les gens te font souffrir, puis s'attendent à ce que tu continues comme si de rien n'était. » Elle, étalon, la fixait de ses yeux profonds, comme s'il comprenait chaque mot. Un matin, au petit déjeuner, Marcel observa sa petite fille avec curiosité. « Antoine me dit que tu passes beaucoup de temps aux écuries. » Emma haussa les épaules, étalant de la confiture de figues sur sa tartine. « Je regarde, c'est tout. Tu t'intéresses à Tonnerre, » poursuivit Marcel. « Ce « N » n'était pas une question. Il est différent, » admit Emma. « Comme toi, » répondit son grand-père avec un sourire bienveillant. « Vous avez tous les deux connu des tempêtes. » Emma leva les yeux, surprise par cette analogie. Avant qu'elle puisse répondre, Marcel continua. « Ce soir, il y aura une session de dressage avec lui. François Lefebvre, un spécialiste des chevaux difficiles, va tenter une approche. Tu devrais venir observer. » Quelque chose dans le ton de son grand-père éveilla la curiosité d'Emma. « Ce François, il est bon ?» Marcel hésita. « Il a des méthodes traditionnelles, efficaces, mais exigeantes. » Emma n'aimait pas comment cela sonnait, mais elle acquiesça néanmoins. « Et je viendrai. »
Plus tard, ce jour-là, Emma était assise sur la clôture de la carrière principale où plusieurs personnes S étaient rassemblées pour observer la séance. Sa mère S était jointe à elle, l'une des rares occasions où elle partageait un moment sans tension depuis leur arrivée en Provence. François Lefebvre, un homme d'une cinquantaine d'années au visage austère, se tenait au centre de la carrière. Il portait des bottes en cuir impeccables et tenait une longue cravache. « L'animal doit comprendre qui commande », expliquait-il à l'audience. Avec un cheval comme celui-ci, qui a connu la maltraitance, il faut établir une hiérarchie claire, mais sans violence excessive. Emma fronça les sourcils. Quelque chose dans la façon dont cet homme parlait de Tonnerre la mettait mal à l'aise. Antoine et deux assistants amenèrent l'étalon dans la carrière. Le cheval était agité, tirant sur les cordes qui le maintenaient, les naseaux dilatés de peur. Quand il aperçut la foule, il se cabra violemment. « Vous voyez » commenta François, « c'est un animal dangereux, il n'a aucune discipline. Il a peur » murmura Emma, serrant la barrière en bois jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Sylvie posa une main sur son épaule. « Emma, ce sont des professionnels. Ils savent ce qu'ils font. » Mais Emma n'en était pas si sûre. François s'approcha de Tonnerre avec un lit-col renforcé et une chaîne de dressage. À chaque tentative d'approche, l'étalon reculait, puis chargeait, forçant l'homme à S écarter rapidement. « Il faut lui montrer qu'il ne peut pas gagner », déclara François, visiblement agacé. Il fit signe aux assistants de resserrer les cordes, limitant les mouvements de l'animal. Emma sentit son cœur battre plus fort. Sa respiration s'accéléra, les signes avant-coureurs d'une crise d'angoisse qu'elle connaissait trop bien. « Je n'aime pas ça », dit-elle à sa mère. « Il va lui faire mal. »« Emma, calme-toi », répondit Sylvie, inquiète de voir sa fille dans cet état. « Respire profondément. » Mais Emma ne pouvait détacher son regard de la scène. François avait réussi à attacher la chaîne au lit-col de Tonnerre et tirait fermement, forçant l'animal à baisser la tête. Elle, étalon, luttait, ses yeux roulants de terreur. « Voilà !» dit François, satisfait. « Maintenant, il va apprendre. » Ce fut à ce moment qu'un tracteur démarra près de la carrière, son moteur pétaradant bruyamment. Tonnerre, déjà à bout de nerfs, paniqua totalement. Dans un effort désespéré, il se cabra si violemment qu'il arracha les cordes des mains des assistants. La chaîne du lit-col pendait encore à son museau alors qu'il chargeait aveuglément, cherchant une issue. François jura, S écartant précipitamment. La foule s'agita, certains spectateurs reculant de la barrière, mais pas Emma. Figée par un mélange de peur et de fascination, elle resta immobile alors que elle, étalon noir, fonçait droit vers elle, vers la section de la barrière où elle était perchée. « Emma !» cria Sylvie, tentant d'attraper sa fille pour la tirer en arrière. Trop tard. Tonnerre avait repéré la jeune fille et galopait maintenant à pleine vitesse dans sa direction, la chaîne cliquetant sinistrement à chaque foulée. Les spectateurs retinrent leur souffle. Antoine courait derrière le cheval, sachant qu'il n'arriverait jamais à temps. Marcel, qui observait la scène depuis l'entrée de la carrière, resta pétrifié d'horreur. En l'espace d'un instant, le monde entier sembla se figer autour d'Emma et du cheval noir qui fonçait vers elle comme une tempête déchaînée. Le temps semblait s'étirer comme un élastique. Emma pouvait entendre les cris d'horreur autour d'elle, voir la panique dans les yeux des spectateurs, sentir sa mère tenter désespérément de l'attraper. Mais étrangement, elle n'avait pas peur. Pas vraiment. Au lieu de sauter de la barrière et de fuir, Emma fit quelque chose d'inexplicable, quelque chose que personne, pas même elle, n'aurait pu prévoir. Elle tendit la main. Un geste simple, presque insensé, face à 600 kilos de muscles et de terreur lancée à pleine vitesse. Sa paume ouverte, comme une offrande. « Doucement », murmura-t-elle, si bas que personne d'autre ne pouvait l'entendre. « Doucement, Tonnerre. » Le temps reprit son cours normal.
Tonnerre était maintenant à quelques mètres d'elle, ses sabots martelant le sol avec une force qui faisait trembler la terre. La chaîne pendait toujours de son licol, se balançant dangereusement au rythme de sa course. 3 mètres, 2 mètres. Sylvie hurla. Marcel détourna le regard, incapable de voir ce qui allait suivre. 1 mètre. Et puis, l'impensable se produisit. Tonnerre ralentit. Ses sabots avant s'enfoncèrent dans le sol, alors qu'il freinait brusquement, soulevant un nuage de poussière. Il s'arrêta à quelques centimètres d'Emma, si près qu'elle pouvait sentir son souffle chaud, voir les veines palpiter sous sa peau noire et luisante de sueur. Elle et Talon renifla la main tendue d'Emma, ses naseaux frémissants. Puis, lentement, comme si le temps S était à nouveau suspendu, il abaissa sa tête massive jusqu'à ce que son front touche doucement la paume de la jeune fille. Un silence stupéfait tomba sur la carrière. Antoine, qui courait toujours vers eux, s'arrêta net, bouche bée. François Lefebvre laissa échapper un juron de étonnement. « Emma !» souffla Sylvie, figée sur place. « Ne bouge pas !» Mais Emma n'entendait pas sa mère. Elle était plongée dans les yeux de Tonnerre, ses yeux profonds et intelligents qui la fixaient sans peur pour la première fois. Des yeux qui semblaient dire « Je te reconnais. »« Je sais », murmura Emma. « Je sais ce que tu ressens. » Lentement, sans geste brusque, elle descendit de la barrière. Tonnerre recula légèrement, méfiant, mais ne s'enfuit pas. La chaîne pendait toujours à son licol, rappel cruel de sa captivité. « Laissez-moi m'approcher, » dit François, avançant prudemment. « Non, » répondit Emma, sans quitter Tonnerre des yeux. « Restez où vous êtes. » Tous. À la surprise générale, l'adolescente leva doucement les mains vers le licol de elle et Talon. Tonnerre frémit, mais resta immobile tandis qu'elle détachait délicatement la chaîne, la laissant tomber au sol avec un bruit métallique. « Voilà !» dit-elle doucement. « C'est mieux, non ?» Tonnerre secoua sa tête puissante, comme libérée d'un poids. Puis, dans un geste qui laissa l'assistance stupéfaite, il poussa gentiment l'épaule d'Emma de son museau. Marcel s'approcha lentement, les yeux écarquillés de émerveillement. « Incroyable !» murmura-t-il. « En 40 ans de équitation, je n'ai jamais vu ça. »« C'est impossible !» balbutia François, son assurance professionnelle visiblement ébranlée. Ce cheval est réputé indomptable. Il a envoyé 3 hommes à l'hôpital. Antoine rejoignit le petit groupe, s'arrêtant à distance respectueuse. « C'est comme s'ils se connaissaient, » dit-il, observant avec fascination l'étrange communion entre l'adolescente et elle et Talon. Emma, quant à elle, n'écoutait rien de tout cela. Elle était entièrement absorbée par sa connexion avec Tonnerre. Pour la première fois depuis le divorce de ses parents, depuis ce sentiment d'abandon qui l'avait submergée, elle se sentait comprise. « Je vais le ramener à son box », annonça-t-elle soudain, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Emma, c'est trop dangereux », protesta Sylvie, encore sous le choc. « Non, laisse-la essayer », intervint Marcel, posant une main apaisante sur le bras de sa fille. « Bah, regarde-les !» En effet, Tonnerre suivait maintenant Emma comme un chien fidèle, sans laisse ni contrainte, juste un lien invisible que tous pouvaient voir, mais que personne ne pouvait expliquer. Ensemble, ils traversèrent la carrière sous les regards ébahis, puis prirent le chemin des écuries. Sylvie fit un mouvement pour les suivre, mais Marcel la retint. « Laisse-les », dit-il doucement. « Je crois qu'ils ont tous les deux besoin de cet instant. » À elle, écart de la foule, sur le chemin menant aux écuries, Emma marchait lentement, consciente de la présence imposante de Tonnerre à ses côtés. Elle ne tirait pas, ne guidait pas. Elle marchait simplement et il la suivait. « Tu vois ?» murmura-t-elle. « On n'a pas besoin de chaîne, toi et moi. » Arrivée devant le box, Emma hésita. Dans la logique des choses, elle devrait attacher Tonnerre, fermer la porte, reprendre le contrôle comme l'aurait fait François. Mais quelque chose en elle refusait cette idée. Au lieu de cela,
Elle ouvrit simplement la porte du box et S écarta. « Tu es libre de choisir », dit-elle à l'étalon. Tonnerre la regarda longuement, puis, d'un pas tranquille, entra dans son box. Il se retourna ensuite, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Emma sourit, son premier vrai sourire depuis des mois. « Je reviendrai demain », promit-elle, « et le jour d'après aussi. » Ce soir-là, au dîner, un silence inhabituel régnait autour de la table. Marcel regardait sa petite fille avec une nouvelle considération. Sylvie semblait encore secouée par les événements de l'après-midi. « Tu aurais pu être tué », dit-elle finalement, brisant le silence. « Mais je ne l'ai pas été », répondit simplement Emma. « Ce que tu as fait était… » Sylvie chercha ses mots. « Extraordinaire », compléta Marcel. « Tu as un don, Emma. » L'adolescente secoua la tête. « Ce n'est pas un don, c'est juste une compréhension. » Elle ne pouvait pas leur expliquer, pas vraiment. Comment leur dire que dans les yeux de Tonnerre, elle avait vu sa propre douleur reflétée? Comment expliquer que, pendant ces quelques instants dans la carrière, quelque chose était réparé en elle? Cette nuit-là, pour la première fois depuis le divorce, Emma s'endormit sans l'angoisse familière qui comprimait sa poitrine. Dehors, dans son box, Tonnerre aussi semblait plus paisible, comme si un orage intérieur s'était enfin apaisé. Les jours qui suivirent transformèrent complètement la vie d'Emma au domaine Laurent. Ce qui n'était qu'une routine d'observation devint une véritable collaboration entre elle et Tonnerre. Chaque matin, elle se levait avec un objectif, une raison de sortir de sa chambre. L'apathie qui l'avait enveloppée depuis des mois commençait à se dissiper, remplacée par une énergie nouvelle, presque palpable. « Je n'en crois pas mes yeux », confia Sylvie à Marcel un matin, observant par la fenêtre de la cuisine Emma qui traversait la cour en direction des écuries. « Elle s'est levée avant moi aujourd'hui. » Marcel sourit, tournant sa tasse de café entre ses mains calleuses. « Les animaux ont parfois un pouvoir que nous, humains, ne possédons pas. Ils guérissent des blessures que nous ne voyons même pas. » Dans les écuries, Emma avait établi une nouvelle routine avec Tonnerre. Chaque jour, elle passait plusieurs heures avec lui, d'abord dans son box, puis progressivement dans le petit enclos attenant. Elle ne cherchait pas à le monter, ni même à le dresser au sens traditionnel. Elle était simplement là, présente, attentive. Antoine l'observait souvent de loin, fasciné par cette approche qu'aucun manuel d'équitation n'enseignait. « Qu'est-ce que tu lui fais exactement ?» demanda-t-il un jour, alors qu'Emma sortait du box de Tonnerre. « Je ne lui fais rien, » répondit-elle simplement. « Je suis juste avec lui. » Antoine secoua la tête, perplexe. « François est furieux, tu sais. Il dit que tu retardes le processus de dressage. » Emma haussa les épaules. « Il n'a pas besoin d'être dressé, il a besoin d'être compris. » Cette réponse, presque philosophique, venant d'une adolescente de 16 ans, laissa Antoine songeur. Il commençait à se demander si cette jeune fille, arrivée de Paris avec son chagrin et sa colère, n'avait pas quelque chose à leur apprendre à tous sur les chevaux, et peut-être sur bien plus encore. La nouvelle de l'extraordinaire connexion entre Emma et elle, étalon auparavant indomptable, se répandit rapidement dans la région. Bientôt, des propriétaires de chevaux difficiles, des instructeurs curieux et même un journaliste équestre vinrent observer ce phénomène. « Je ne suis pas une attraction de foire », protesta Emma auprès de son grand-père lorsqu'elle découvrit un groupe d'inconnus l'observant travailler avec Tonnerre. « Ah non, tu es bien plus », répondit Marcel. « Tu es une inspiration. » Un après-midi, alors qu'Emma menait Tonnerre en longe dans le grand enclos, elle aperçut une silhouette familière appuyée contre la barrière. Son cœur manqua un battement. « Papa » appela-t-elle, incertaine. Thomas Laurent, grand et mince comme sa fille, avec les mêmes yeux verts perçants, sourit maladroitement. « Bonjour, Emma. » Tonnerre sentit immédiatement son trouble. L'étalon s'arrêta, oreilles dressées, regardant alternativement Emma et elle, étrangers.
Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Emma, sa voix oscillant entre surprise et accusation. Thomas s'approcha lentement de la barrière. « Ta mère m'a appelé. Elle m'a parlé de... tout ça. » Il fit un geste englobant Emma et le cheval. « J'avais besoin de voir par moi-même. » Emma resta silencieuse, caressant machinalement l'encolure de Tonnerre. 6 mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'elle avait vu son père. 6 mois de messages vocaux non retournés, de visites annulées, de promesses non tenues. « Tu aurais dû appeler avant de venir, » dit-elle finalement. « Je sais. » Thomas semblait sincèrement contrit. « J'avais peur que tu refuses de me voir. » Tonnerre s'avança, positionnant son corps massif entre Emma et la barrière, comme pour la protéger. Thomas observa ce mouvement avec étonnement. « Il est protecteur envers toi. Il sent quand quelque chose ne va pas, » répondit Emma, posant une main apaisante sur le flanc du cheval. Un silence inconfortable s'installa entre eux, rempli de mots non dits et de sentiments contradictoires. « Emma, je sais que je t'ai déçue, » commença Thomas. « Après le divorce, je n'ai pas été le père dont tu avais besoin. » « Non, en effet, » confirma-t-elle, une pointe d'amertume dans la voix. « Mais je suis là maintenant, » poursuivit-il. « Je veux rattraper le temps perdu si tu me laisses faire. » Emma détourna le regard, fixant l'horizon où les collines de Provence se découpaient contre le ciel bleu. Comment lui expliquer qu'elle avait appris à vivre sans lui? Que la douleur de son absence, était transformée en une sorte d'engourdissement protecteur. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle. Tonnerre hennit doucement, comme pour appuyer ses paroles. « Je sais, » acquiesça Thomas. « Mais peut-être pourrions-nous commencer par quelque chose de simple, un dîner ce soir, juste toi et moi. » Emma hésita. Une part d'elle voulait refuser, se protéger de nouvelles déceptions. Mais une autre part, peut-être celle qui avait commencé à guérir au contact de Tonnerre, était curieuse, presque prête à risquer à nouveau la confiance. « D'accord, » dit-elle finalement. « Un dîner ?» Thomas sourit, visiblement soulagé. « Je passerai te prendre à 7 heures. » Après son départ, Emma resta un long moment avec Tonnerre, front contre front, puisant du réconfort dans la présence solide de l'animal. « Comment sait-on quand il faut faire confiance à nouveau ?» lui demanda-t-elle doucement. « Comment être sûr de ne pas se tromper ?» Tonnerre n'avait pas de réponse, bien sûr, mais son regard constant, sa présence fidèle, semblait en dire à Emma qu'elle n'était pas seule dans cette nouvelle épreuve. Le restaurant où Thomas avait emmené Emma se trouvait au cœur de Saint-Rémy de Provence, une petite auberge aux murs de pierre et aux poutres apparentes. Le genre d'endroit authentique qui attirait plus de locaux que de touristes. La terrasse donnait sur une place pittoresque où une fontaine ancienne murmurait doucement. « Ta mère et moi venions souvent ici, quand nous rendions visite à ton grand-père, » expliqua Thomas en tirant la chaise d'Emma. « Je ne savais pas, » répondit-elle, mal à l'aise face à cette révélation d'un passé familial heureux qui semblait désormais appartenir à une autre vie. Le serveur apporta les menus et une carafe d'eau. Thomas commanda une bouteille de vin rosé local pour lui et un jus de fruits pour Emma. Le silence qui s'installa entre eux était lourd de non-dits. « Alors, » commença Thomas, cherchant visiblement un sujet de conversation, « ce cheval, Tonnerre. Ta mère m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés, c'est remarquable. » Emma haussa les épaules, jouant distraitement avec sa serviette. « Ce n'est pas si extraordinaire, on se comprend, c'est tout. Ne minimise pas ce que tu as accompli, » insista Thomas. « Peu de gens auraient eu ce courage, cette intuition. Et peu de pères disparaissent complètement de la vie de leur fille après un divorce, » répliqua Emma, les mots sortant avant qu'elle puisse les retenir. Thomas accusa le coup, son visage se crispant légèrement. « Je mérite ça, » admit-il après un moment. « J'ai été lâche, Emma. Quand ta mère et moi nous sommes séparés, j'y étais perdu. La culpabilité, la honte, j'ai préféré fuir plutôt que d'affronter ton regard. Parce que c'est
était plus facile pour toi, dit Emma, la colère perçant dans sa voix. Tu as pensé à ce qui était facile pour toi, pas à ce dont j'avais besoin. Le serveur revint avec leur boisson, interrompant momentanément cette conversation difficile. Thomas en profita pour prendre une longue gorgée de vin, comme pour se donner du courage. « Tu as raison, » dit-il finalement. « J'ai été égoïste et je ne peux pas revenir en arrière, mais je suis ici maintenant et je veux essayer de réparer ce que j'ai brisé. » Emma le regarda droit dans les yeux, cherchant une trace de sincérité, un signe qu'elle pouvait à nouveau lui faire confiance. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas il y a 3 mois ou 6 ?» Thomas posa son verre. « Parce que ta mère m'a dit quelque chose qui m'a fait réaliser l'ampleur de mes erreurs. Elle m'a dit que tu avais cessé de sourire, que ma petite fille, qui riait toujours, ne riait plus. » Emma détourna le regard, touchée malgré elle par ses paroles. « Et puis, continua Thomas, elle m'a parlé de ce qui s'est passé avec Tonnerre. De comment, pour la première fois depuis le divorce, elle avait vu une étincelle revenir dans tes yeux. J'ai compris que si un cheval pouvait te redonner confiance, peut-être qu'il n'était pas trop tard pour moi aussi. » Le dîner se poursuivit, oscillant entre moments de connexion authentique et retour de tension. Emma raconta, avec une animation qu'elle-même ne se connaissait plus, ses journées avec Tonnerre, les progrès qu'ils faisaient ensemble. Thomas Sell écoutait attentivement, posant des questions pertinentes, montrant un intérêt sincère. Quand vint le dessert, un fondant au chocolat que le père et la fille avaient toujours partagé comme une tradition, Emma sentit quelque chose se desserrer en elle. « Pas un pardon, pas encore, mais peut-être une ouverture, une possibilité. Je repars pour Paris demain, » annonça Thomas alors qu'il marchait sur la place après le dîner. « Mais je reviendrai dans 2 semaines. Si tu veux bien, j'aimerais voir ce que tu fais avec Tonnerre. » Emma hocha la tête, ni tout à fait enthousiaste, ni complètement réticente. D'accord. Sur le chemin du retour, dans la voiture de location de son père, Emma regardait défiler le paysage nocturne de la Provence. « Tu sais, dit-elle soudain, Tonnerre a aussi du mal à faire confiance. Il a été trahi par des humains qui auraient dû prendre soin de lui. » Thomas jeta un coup d'œil à sa fille, comprenant le parallèle. « Comment as-tu réussi à gagner sa confiance, alors ?»« Je ne l'ai pas forcé, » répondit Emma simplement. « Ah, j'ai juste été là, présente, patiente, jour après jour. » Thomas acquiesça lentement. « Une leçon pour moi, n'est-ce pas ?»« Peut-être, » admit Emma. De retour au domaine, Thomas accompagna sa fille jusqu'à la porte. Maladroitement, il lui offrit une étreinte qu'Emma accepta avec raideur. « Je tiendrai ma promesse cette fois, » dit-il doucement. « Dans 2 semaines. »« On verra, » répondit Emma, protégeant encore son cœur. Cette nuit-là, incapable de dormir, Emma se faufila hors de la maison et se rendit aux écuries. La lune éclairait suffisamment son chemin pour qu'elle n'ait pas besoin de lampe. Tonnerre l'accueillit avec un hennissement doux, comme s'il l'attendait. Emma s'assit contre la porte de son box et l'étalon vint poser sa tête près d'elle. « C'est était étrange de le revoir, » confia-t-elle à l'animal. « Je ne sais pas quoi ressentir. Une partie de moi veut lui pardonner, mais une autre partie a tellement peur d'être déçue à nouveau. » Tonnerre souffla doucement, son souffle chaud réconfortant dans la fraîcheur de la nuit. « Tu as raison, » murmura Emma, comme si elle comprenait ce langage silencieux. Un jour à la fois, pour lui comme pour nous. Les jours qui suivirent apportèrent un nouveau rythme à la vie d'Emma. Chaque matin, elle se rendait aux écuries dès l'aube, avant même que les autres employés n'arrivent. Ces moments de solitude avec Tonnerre étaient devenus sacrés pour elle, un espace où le monde extérieur cessait d'exister. Un matin, alors que la brume enveloppait encore le domaine, Antoine la surprit en train de lire à voix haute, assise dans le box de Tonnerre, l'étalon couché près d'elle comme un chien de compagnie géant. « Les Misérables » demanda-t-il, reconnaissant le livre épais qu'elle tenait. Emma sursauta légèrement. « C'est était le roman préféré de ma mère quand elle était adolescente.
Je l'ai trouvé dans la bibliothèque de grand-père. Antoine s'appuya contre la porte du box, observant avec curiosité cette scène improbable. Et Tonnerre apprécie Victor Hugo. Il aime le son de ma voix, répondit Emma avec un petit sourire. Salle calme, le jeune instructeur secoua la tête, toujours aussi fasciné par cette relation singulière. Tu sais, tu pourrais faire tellement plus avec lui. Il te fait confiance maintenant. Tu pourrais commencer à le monter, à l'entraîner. Emma referma doucement son livre. Ce n'est pas ce qu'il veut. Comment peux-tu en être si sûr? Je le sais, c'est tout, répondit-elle simplement. Antoine hésita, puis décida de partager l'information qu'il était venu lui communiquer. Le propriétaire de Tonnerre a appelé hier soir. Il veut des nouvelles de ses progrès. Emma se raidit visiblement. Dans l'euphorie de sa connexion avec les talons, elle avait presque oublié qu'il ne lui appartenait pas, que Tonnerre était ici pour être dressé, puis vendu ou utilisé pour des compétitions. « Qui est ce propriétaire ?» demanda-t-elle, se rendant compte qu'elle n'avait jamais posé la question. « Jean-Philippe Mercier », répondit Antoine. « Un riche industriel de Lyon. Il collectionne les chevaux, comme d'autres collectionnent les voitures de sport. Il a acheté Tonnerre à un prix ridicule après que son ancien propriétaire ait été condamné pour maltraitance animale. Et qu'est-ce qu'il compte faire de lui ?» Antoine haussa les épaules. Le revendre avec profit, probablement une fois qu'il sera dressé. Un étalon comme Tonnerre, avec sa lignée, pourrait valoir une fortune s'il participait à des compétitions. Emma sentit une vague de nausée l'envahir. L'idée que Tonnerre puisse être arraché à elle, vendu comme une marchandise, forcé à participer à des concours sous la selle d'un cavalier qui ne comprendrait pas ses peurs, « Il ne peut pas faire ça », murmura-t-elle. « C'est son cheval, Emma », rappela doucement Antoine. « Il paie pour son pension ici, pour son dressage. »« Dressage », répéta Emma avec amertume, comme si C était une machine à programmer. Tonnerre, sentant son agitation, se releva et vint poser sa tête contre son épaule, dans ce geste de réconfort qu'il avait développé avec elle. « Je pourrais lui parler ?» proposa Antoine, touché par la détresse évidente de la jeune fille. « Lui expliquer ce que tu as accompli avec Tonnerre, comment tu as réussi là où tous les autres ont échoué. » Emma hocha la tête, reconnaissante. « Merci, Antoine. » Après le départ de l'instructeur, Emma resta longtemps avec Tonnerre, le front appuyé contre son encolure, respirant son odeur familière, cherchant à graver chaque détail dans sa mémoire au cas où on les séparerait. « Je ne les laisserai pas te prendre », promit-elle à l'étalon. Jamais. Ce soir-là, au dîner, Emma était inhabituellement silencieuse. Sylvie et Marcel échangèrent des regards inquiets, sentant que quelque chose avait changé. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda finalement Sylvie. Emma repoussa son assiette à peine touchée. « Le propriétaire de Tonnerre veut le vendre », annonça-t-elle abruptement, « dès qu'il sera considéré comme dressé. » Marcel posa sa fourchette. « Jean-Philippe Mercier a toujours été un homme d'affaires avant tout. Tu le connais ?» demanda Emma, surprise. « Nous avons fait des affaires ensemble par le passé, confirma Marcel. Il a acheté plusieurs de nos meilleurs vins pour ses caves. Alors tu pourrais lui parler ?» s'exclama Emma, soudain pleine d'espoir. « Lui demander de ne pas vendre Tonnerre ?» Marcel échangea un regard avec Sylvie. « Ce n'est pas si simple, Emma. Mercier est un homme qui voit les chevaux comme des investissements, pas comme des compagnons. Mais s'il voyait ce que j'ai accompli avec Tonnerre, s'il comprenait notre lien. » « Peut-être, » concéda Marcel, bien que son ton trahissait son scepticisme. « Ou alors, » intervint Sylvie, hésitante, « nous pourrions envisager de l'acheter nous-mêmes. » Emma se tourna vers sa mère, les yeux écarquillés. « Vraiment ? Tu ferais ça ? Si c'est si important pour toi, et je vois bien que ça l'est, alors nous pourrions essayer, » répondit Sylvie. « Je ne promets rien. Tout dépendra du prix que Mercier demandera. » Emma se leva d'un bond et enlaça sa mère avec une ferveur qui surprit Sylvie.
C était la première démonstration d'affection spontanée que sa fille lui offrait depuis le divorce. « Merci, maman », murmura Emma, les larmes aux yeux. Plus tard, cette nuit-là, incapable de dormir, Emma se rendit à nouveau aux écuries. La lune était pleine, baignant les bâtiments d'une lumière argentée. Mais en approchant du box de Tonnerre, elle remarqua qu'il était agité, piaffant nerveusement. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon beau ?» chuchota-t-elle, inquiète. C'est alors qu'elle entendit des voix à l'extérieur des écuries. Se glissant silencieusement vers la porte latérale, elle aperçut deux silhouettes qui discutaient à voix basse près d'une voiture de luxe garée dans l'ombre. « Je veux le voir maintenant », disait une voix d'homme autoritaire. « J'ai fait le déplacement exprès depuis Lyon. »« Monsieur Mercier, il est presque minuit », répondit la voix qu'Emma reconnut comme celle de François Lefebvre. « Les chevaux dorment. Ce cheval me coûte une fortune en pension et en frais de dressage, et vous n'avez toujours pas de résultats concrets à me montrer, » insista Mercier. « J'ai reçu des offres intéressantes. Un acheteur saoudien est particulièrement intéressé. Mais avant de conclure, je veux voir où en est son dressage. » Emma sentit son cœur se glacer. Mercier était déjà en train de négocier la vente de Tonnerre et à un acheteur étranger qui l'emmènerait loin, très loin d'elle. « Il y a eu des développements », expliqua François, visiblement mal à l'aise. Une jeune fille, la petite fille de Marcel Laurent, a établi une sorte de connexion avec l'animal. « Une connexion ?» répéta Mercier avec dédain. « Je ne paie pas pour des connexions. » « Je paie pour transformer ce cheval sauvage en un étalon de compétition vendable. » Emma en avait assez entendu. Silencieusement, elle retourna auprès de Tonnerre, qui s'agitait de plus en plus, comme s'il sentait la présence de l'homme qui déciderait de son avenir. « Chut !» murmura-t-elle, caressant son encolure. « Je ne les laisserai pas décider pour toi. »« Je te le promets. » À cet instant, Emma Laurent, 16 ans, prit une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies, y compris la sienne. La décision d'Emma se cristallisa en un plan audacieux, né de la peur et du désespoir. Avant même que l'aube ne se lève, elle était aux écuries, un sac à dos contenant quelques provisions et la bride la plus simple qu'elle avait pu trouver. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le domaine pouvait l'entendre. « On s'en va », murmura-t-elle à Tonnerre, qui la regardait avec ses yeux intelligents, juste pour quelques jours, le temps que maman puisse négocier avec Mercier. C était de la folie, elle le savait. Où irait-elle? Comment survivrait-il? Mais l'alternative, voir Tonnerre vendu à un étranger, expédié à l'autre bout du monde, était insupportable. Emma avait repéré, lors de ses promenades avec son grand-père, une vieille bergerie abandonnée dans les collines, à environ 2 heures de marche du domaine. C'est là qu'elle comptait se réfugier temporairement. Avec des gestes délicats, elle passa la bride à Tonnerre, qui accepta le mort sans résistance, comme s'il comprenait l'urgence de la situation. Puis, utilisant un tabouret, elle se hissa sur son dos, la première fois qu'elle montait l'étalon. La sensation était indescriptible, un mélange de puissance et de vulnérabilité. Doucement, chuchota-t-elle, alors que Tonnerre ébrouait, s'adaptant à son poids. « On va y aller tranquillement. » Ils sortirent des écuries sans bruit, sous la lumière grisâtre qui précède l'aube. Emma avait choisi un chemin détourné qui évitait la maison principale et les bâtiments du domaine. Son plan était de rejoindre les collines avant que quiconque ne s'aperçoive de leur disparition. Le soleil commençait tout juste à pointer à l'horizon lorsqu'ils atteignirent les premiers contreforts boisés. Emma se retourna une dernière fois vers le domaine, désormais lointain. Une pointe de culpabilité la traversa en pensant à l'inquiétude que sa mère et son grand-père ressentiraient, mais elle ne voyait pas d'autre solution. La bergerie apparut enfin, nichée dans un repli de terrain, ses murs de pierre patinés par les siècles, son toit partiellement effondré. Ce haine n'était pas idéal, mais elle offrait un abri temporaire, loin des regards.
Emma descendit de Tonnerre et le conduisit à l'intérieur. L'endroit sentait la poussière et le temps, mais restait structurellement solide. Un petit ruisseau coulait à proximité, assurant de l'eau fraîche. « Ça ira pour quelques jours », dit-elle, autant pour rassurer Tonnerre que pour se convaincre elle-même. Pendant ce temps, au domaine Laurent, l'alarme avait été donnée. Sylvie, réveillée par Antoine qui avait découvert la disparition de Tonnerre lors de sa ronde matinale, était folle d'inquiétude. « Emma n'est pas dans sa chambre », annonça-t-elle à Marcel, le visage pâle. Son sac à dos a disparu aussi. « Bon sang !» murmura Marcel, comprenant immédiatement ce qui s'était passé. Elle a emmené Tonnerre pour le protéger de Mercier. Le propriétaire, qui avait passé la nuit dans un hôtel à Saint-Rémy, fut rapidement informé. Sa réaction fut prévisible et explosive. « C'est du vol pur et simple », rugit-il dans le bureau de Marcel. « J'appelle la police. » Jean-Philippe, intervint Marcel, tentant de calmer la situation. « Ma petite fille a agi impulsivement par affection pour ce cheval. Elle ne cherche pas à le voler, seulement à le protéger. » Le protéger? De moi, son propriétaire légitime? Mercier était furieux. Ce cheval vaut une fortune, et une adolescente perturbée s'enfuit avec lui. Sylvie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se leva. « Ne parlez pas de ma fille comme ça, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Emma a traversé des moments difficiles, mais elle a un cœur en or. Et elle a fait plus pour Tonnerre en quelques semaines que tous vos spécialistes en plusieurs mois. Mercier allait répliquer quand Antoine entra précipitamment dans le bureau. « J'ai retrouvé leurs traces », annonça-t-il. « Ils se dirigent vers les collines au nord. »« Bien », dit Mercier, attrapant sa veste. « J'y vais immédiatement. »« Nous venons aussi », déclara Sylvie, échangeant un regard avec Marcel. « Et si vous voulez retrouver votre cheval en un seul morceau, je vous conseille de nous laisser parler à Emma en premier. » Dans la bergerie, ignorant les recherches qui s'organisaient, Emma partageait une pomme avec Tonnerre. Elle et Talon semblaient parfaitement à l'aise dans cet environnement rustique, broutant tranquillement l'herbe qui poussait entre les pierres du sol. « Je ne sais pas comment tout ça va finir, » confessa Emma, caressant son encolure. « Mais je sais que tu n'es pas qu'un objet qu'on peut vendre au plus offrant. Tu mérites mieux. » Tonnerre redressa soudain la tête, les oreilles pointées. Il avait entendu quelque chose qu'Emma ne percevait pas encore. Quelques instants plus tard, elle aussi entendit le bruit de voitures approchant, puis des voix appelant son nom. Son cœur s'accéléra. Il les avait retrouvées bien plus vite qu'elle ne l'avait prévu. « Emma !» La voix de sa mère résonna au dehors, inquiète mais pas en colère. « Emma, s'il te plaît, montre-toi. Nous devons parler. » La jeune fille hésita, déchirée entre la peur de perdre Tonnerre et la culpabilité d'avoir causé tant d'inquiétude. Finalement, elle prit une profonde inspiration et s'avança vers l'entrée de la bergerie, Tonnerre la suivant de son plein gré, comme toujours. À la sortie de la bergerie, Emma fut accueillie par un tableau qui la figea sur place. Sa mère et son grand-père étaient là, bien sûr, mais aussi Antoine, François Lefebvre et un homme d'une cinquantaine d'années au costume impeccable qu'elle devina être Jean-Philippe Mercier. 2 gendarmes se tenaient également en retrait, observant la scène avec une curiosité professionnelle. « Emma », souffla Sylvie, visiblement soulagée, « tu nous as fait tellement peur. » Mais Emma ne quittait pas des yeux Mercier, qui fixait Tonnerre avec un mélange d'irritation et de étonnement. Elle et Talon se tenaient paisiblement derrière elle, sans licol ni attache, libres de s'enfuir mais choisissant de rester. « Alors c'est vous, la voleuse de chevaux ?» dit finalement Mercier, sa voix tranchante comme une lame. « Je ne l'ai pas volée » répondit Emma, s'efforçant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Je l'ai protégée. »« Protégée ?» répéta Mercier avec dédain. De quoi exactement? De soins médicaux de première qualité, d'une alimentation premium? D'installation à la pointe de la technologie? De devenir un objet, répliqua Emma, plus fermement cette fois.
D. Être vendu à un étranger qui ne comprendra jamais ce qu'il a traversé, ce dont il a peur. Un silence suivit cette déclaration, rompu seulement par le hennissement doux de Tonnerre qui s'avança pour se tenir à côté d'Emma comme pour appuyer ses paroles. « Emma, intervint Marcel, nous comprenons ton attachement à Tonnerre. Mais ce que tu as fait est grave. Jean-Philippe est le propriétaire légal de ce cheval et il veut le vendre à un acheteur saoudien, protesta Emma. J'ai entendu leur conversation hier soir. Tonnerre serait expédié à l'autre bout du monde. Mercier eut l'air momentanément décontenancé, puis se reprit. Mes négociations commerciales ne regardent que moi. Et elles ne justifient certainement pas un vol. Ce n'est pas un vol, insista Emma, des larmes commençant à perler au coin de ses yeux. C'est un sauvetage. Tonnerre n'est pas heureux comme un simple investissement, il a besoin d'être compris, respecté. Sylvie s'approcha doucement de sa fille. Emma, chérie, je sais que tu veux protéger Tonnerre. Mais ce haine n'était pas la bonne façon de faire. Alors, quelle est la bonne façon ? Demanda Emma, sa voix se brisant légèrement. Le laisser être vendu comme une marchandise ? Après tout ce qu'on a traversé ensemble ? Antoine, qui était resté silencieux jusqu'alors, fit un pas en avant. « Monsieur Mercier, si je peux me permettre, ce que cette jeune fille a accompli avec Tonnerre est extraordinaire. Aucun dresseur professionnel n'avait réussi à l'approcher sans risquer sa vie. Elle a fait plus de progrès en quelques semaines que nous en plusieurs mois. » Mercier regarda tour à tour Antoine, Emma et Tonnerre, son expression indéchiffrable. Puis, à la surprise générale, il s'avança lentement vers l'étalon. « Attention », avertit François. Il peut être imprévisible avec les étrangers, mais Emma, dans un geste qui stupéfia tout le monde, posa une main sur le bras de Mercier. « Ne l'approchez pas brusquement, dit-elle doucement. Laissez-le venir à vous. » Mercier la regarda avec étonnement, puis hocha la tête et s'immobilisa. Emma se tourna vers Tonnerre et murmura quelques mots que personne d'autre ne put entendre. Le étalon noir hésita, puis s'avança prudemment vers l'homme en costume. « Incroyable !» murmura l'un des gendarmes. Tonnerre s'arrêta à quelques pas de Mercier, reniflant l'air avec méfiance. L'homme d'affaires resta parfaitement immobile, observant avec fascination ce cheval réputé indomptable qui obéissait aux indications subtiles d'une adolescente. « Je l'ai acheté comme un investissement », admit finalement Mercier, sa voix ayant perdu son ton tranchant. Son pédigré est exceptionnel, sa morphologie parfaite. Sur le papier, c'est un champion en devenir. « Mais il est bien plus que ça », dit Emma doucement. « Visiblement », concéda Mercier. Puis, se tournant vers Marcel. « Ce n'est pas la première fois que nos affaires prennent une tournure inattendue, n'est-ce pas, Laurent ?» Marcel sourit légèrement. « Tu as toujours eu le don de complicer les choses simples, Jean-Philippe. » Mercier se tourna à nouveau vers Emma. « Jeune fille, ce que tu as fait reste répréhensible, mais je dois admettre que ton attachement à ce cheval est remarquable. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. » Emma sentit une lueur d'espoir naître en elle, mais elle resta prudente. Qu'est-ce que ça signifie pour Tonnerre ? Mercier ajusta sa cravate, semblant réfléchir intensément. « Je propose un compromis. Le cheval reste ici, au domaine Laurent, pour l'instant. Tu continues à travailler avec lui, sous supervision professionnelle. Dans 3 mois, je reviendrai évaluer la situation. Et après ces 3 mois, insista Emma, cela dépendra des progrès réalisés, répondit Mercier. Si Tonnerre devient le cheval d'exception qu'il est censé être, nous discuterons des options disponibles. Y compris, ajouta-t-il en voyant l'expression d'Emma, la possibilité qu'il reste définitivement ici. Tu le promets ? Demanda Emma, ignorant les regards désapprobateurs face à son manque de formalité. À la surprise générale, Mercier sourit légèrement. « Tu me rappelles ma fille à ton âge, aussi têtue, aussi passionnée. » Il tendit la main vers Emma. « Oui, je le promets. » 3 mois, puis nous réévaluerons.
Emma regarda la main tendue, puis Tonnerre, puis sa mère qui hocha imperceptiblement la tête. Finalement, elle serra la main de Mercier, scellant leur accord improvisé. « Messieurs, dit Mercier aux gendarmes, je ne porterai pas plainte. » Zé était simplement un malentendu. Alors que le groupe se préparait à retourner au domaine, Emma s'approcha de Tonnerre et posa son front contre le sien dans ce geste intime qu'ils avaient développé. « On a 3 mois, murmura-t-elle. 3 mois pour montrer au monde entier qui tu es vraiment. » Tonnerre souffla doucement, comme s'il comprenait parfaitement l'importance de ce délai qui venait de leur être accordé. Les 3 mois qui suivirent furent les plus intenses de la jeune vie d'Emma. Chaque jour était consacré à Tonnerre, à développer leurs relations, à renforcer leur confiance mutuelle. Antoine avait élaboré un programme d'entraînement adapté, qui respectait l'approche douce d'Emma, tout en introduisant progressivement des exercices plus complexes. François Lefebvre, d'abord sceptique, s'était finalement rallié à leur cause, impressionné par les progrès constants de Elle et Talon sous la guidance patiente de l'adolescente. Jamais je n'aurais cru possible qu'il accepte la selle aussi rapidement, admit-il un jour, observant Emma monter Tonnerre dans la carrière principale. Elle et Talon, autrefois si rebelle, exécutait maintenant des figures de dressage basiques avec une grâce naturelle. « C'est parce que vous essayez de lui imposer votre volonté, » répondit Emma sans arrogance, simplement en constatant un fait. Tonnerre a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses, de sentir qu'il a le choix. Un matin ensoleillé de septembre, alors qu'Emma brossait Tonnerre après une séance d'entraînement, une voix familière la fit sursauter. « Tu avais raison, » dit Thomas Laurent, appuyé contre la porte du box. « À propos de la confiance. Être présent jour après jour. »« Papa, » répondit Emma, surprise mais pas mécontente, « tu es revenu, comme promis, » confirma-t-il avec un sourire hésitant. « 2 semaines, tu te souviens ? » En réalité, presque 10 semaines étaient écoulées depuis leur dîner à Saint-Rémy. Mais Emma ne releva pas ce détail. Son père était là maintenant. « J'ai beaucoup à te montrer, » dit-elle simplement. Thomas passa la journée avec elle, observant sa fille travailler avec Tonnerre, écoutant ses explications sur les techniques qu'elle avait développées, émerveillant devant le lien évident qui unissait l'adolescente et l'étalon. « Ta mère m'a raconté pour Mercier, » dit-il alors qu'ils marchaient ensemble, Tonnerre les suivant librement. « C était courageux et un peu fou. » Emma haussa les épaules. « Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, Emma, » répondit Thomas doucement. « C'est ce qu'on fait de ces choix qui comptent. Et parfois, les choix qui semblent fous sur le moment s'avèrent être les plus justes. » Emma regarda son père du coin de l'œil, sentant qu'il ne parlait pas seulement de sa fugue avec Tonnerre. « Tu as choisi de revenir, dit-elle. »« Oui, » confirma Thomas, « et je continuerai à revenir. Aussi longtemps qu'il le faudra pour regagner ta confiance. » Cette promesse, simple mais sincère, toucha Emma plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. À 2 semaines de la visite prévue de Mercier, la tension commençait à monter au domaine Laurent. Emma intensifia ses sessions avec Tonnerre, déterminée à montrer tous les progrès qu'ils avaient réalisés ensemble. « Tu te mets trop de pression, » lui dit Sylvie un soir, trouvant sa fille encore aux écuries bien après le coucher du soleil. Tonnerre et toi avez déjà accompli des miracles. Mais est-ce que ce sera suffisant ? S'inquiéta Emma. Mercier est un homme d'affaires. Il veut des résultats concrets, des performances mesurables. Sylvie s'approcha et prit les mains de sa fille dans les siennes. Emma, regarde-moi. Ce que tu as créé avec Tonnerre va bien au-delà des performances mesurables. C'est quelque chose de rare et précieux. Mercier l'a vu, même s'il ne l'a pas admis ouvertement. J'ai tellement peur qu'il l'emmène, avoua Emma, sa voix se brisant légèrement. Je sais, ma chérie, murmura Sylvie, serrant sa fille contre elle. Mais quelle que soit l'issue, ce que vous avez partagé, toi et Tonnerre, personne ne pourra jamais vous l'enlever.
La veille du jour fatidique, un orage violent s'abattit sur la région. Emma, inquiète pour Tonnerre, qui avait toujours été sensible aux tempêtes, se précipita aux écuries malgré les protestations de sa mère. Elle et Talon étaient effectivement agités, hennissant nerveusement à chaque coup de tonnerre. Emma entra dans son box, lui parlant doucement, caressant son encolure pour le calmer. C'est alors qu'un éclair particulièrement violent frappa tout près, illuminant les écuries d'une lumière aveuglante. Le bruit assourdissant qui suivit terrifia Tonnerre. Dans un mouvement de panique, il se cabra violemment, projetant Emma contre la paroi du box. La douleur fulgurante dans son épaule lui indiqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mais sa préoccupation principale restait Tonnerre, qui piaffait de terreur, risquant de se blesser dans l'espace confiné. « Tout va bien !» répéta-t-elle inlassablement, ignorant sa propre douleur. « Je suis là, tout va bien !» Progressivement, sa voix calme perça la panique de l'animal. Tonnerre s'apaisa, venant poser sa tête contre la poitrine d'Emma, comme s'il cherchait à s'excuser. Ce n'est qu'alors qu'Emma autorisa les larmes à couler, non pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'elle réalisa qu'elle n'aurait peut-être pas le temps de récupérer avant la démonstration prévue pour Mercier. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé si dur risquait d'être compromis par cet accident de dernière minute. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-elle à Tonnerre, qui la regardait de ses yeux sombres et intelligents. « Ah, comment je vais te monter demain avec une épaule démise ?» La réponse ne vint pas de l'étalon, mais d'Antoine, qui était accouru après avoir entendu le raffut. « Emma !» s'exclama-t-il, découvrant la jeune fille pâle, tenant son épaule. « Il faut t'emmener à l'hôpital immédiatement. » Alors qu'Antoine l'aidait à se relever, Emma jeta un dernier regard à Tonnerre. « Je reviendrai, » promit-elle. « Quoi qu'il arrive, je reviendrai. » Le jour tant redouté arriva avec un ciel d'un bleu parfait, comme pour se faire pardonner la tempête de la veille. Emma, le bras en écharpe et le visage tendu par la douleur malgré les antalgiques, se tenait devant le miroir de sa chambre. Le médecin avait été catégorique, épaules luxées, immobilisation stricte pendant 3 semaines minimum. Pas d'équitation, pas d'effort. « On pourrait demander un report », suggéra Sylvie, observant sa fille avec inquiétude. Mercier comprendrait, vu les circonstances. Emma secoua la tête. « Non, il prendrait ça pour une excuse, une faiblesse. Il faut que j'y aille. »« Pour faire quoi ?» demanda doucement sa mère. « Tu ne peux pas monter Tonnerre dans cet état. »« Je trouverai un moyen, » répondit Emma, une détermination nouvelle dans la voix. « Fais-moi confiance. » Quand elles arrivèrent aux écuries, Jean-Philippe Mercier était déjà là, en grande conversation avec Marcel et Antoine. Il s'interrompit en voyant Emma et son écharpe. « Mademoiselle Laurent », la salua-t-il, avec une pointe de déception mal dissimulée. « J'apprends que vous avez eu un accident. »« Hier soir, pendant l'orage », confirma Emma. « Mais je suis prête pour la démonstration. » Mercier haussa un sourcil sceptique. Dans cet état, je ne pense pas que ce soit raisonnable, ni même possible. » Emma s'avança vers le box de Tonnerre, elle les talons, comme s'il sentait l'importance du moment. Se tenait parfaitement calme, observant la scène de ses yeux intelligents. « Monsieur Mercier, » dit Emma, « quand vous m'avez accordé ces 3 mois, vous vouliez voir si Tonnerre pouvait devenir le cheval d'exception qu'il est censé être. » « N'est-ce pas ?»« En effet, » confirma l'homme d'affaires. Un cheval capable de performances exceptionnelles, digne de son pédigré et de son potentiel. Emma ouvrit la porte du box. Tonnerre s'avança tranquillement vers elle, lui donnant un léger coup de museau sur l'épaule valide, comme pour la saluer. Un cheval d'exception n'est pas seulement défini par ses performances en compétition, dit-elle, caressant l'encolure de l'étalon. C'est aussi sa capacité à comprendre, à faire confiance, à coopérer, à créer un lien véritable avec les humains. De belles paroles, commenta Mercier, mais j'attendais une démonstration concrète. C'est ce que vous allez avoir, assura Emma. À la surprise générale, elle conduisit Tonnerre hors de son box sans licol ni bride, simplement en marchant à ses côtés. Elle et Talon la suivaient comme une ombre,
attentif au moindre de ses gestes. « Emma, qu'est-ce que tu fais ?» chuchota Sylvie, inquiète. « Je lui montre » répondit Emma avec un calme qui contrastait avec son agitation intérieure. Elle mena Tonnerre jusqu'à la grande carrière, où François Lefebvre avait préparé différents obstacles pour la démonstration prévue. Emma s'arrêta au centre, face à Mercier et aux autres spectateurs qui étaient rassemblés le long de la barrière. « Le Tonnerre a été maltraité », commença-t-elle d'une voix claire qui portait dans tout l'espace. « Il a été battu, enchaîné, traité comme un objet. Quand il est arrivé ici, il ne faisait confiance à personne. » Elle fit quelques pas en avant, Tonnerre toujours à ses côtés, sans aucune contrainte. On m'a demandé comment j'avais réussi à gagner sa confiance. La vérité, c'est que je ne lui ai rien imposé. Je l'ai simplement écouté. J'ai respecté ses peurs, ses limites, et progressivement, il a choisi de me faire confiance. Emma se tourna vers Tonnerre et lui murmura quelque chose à l'oreille. À l'étonnement général, elle, étalon S, éloigna d'elle, trottant jusqu'au premier obstacle, une barre posée à environ 50 cm du sol. « Tonnerre » appela Emma, « montre-leur ». Elle, étalon noir, s'arrêta, sembla évaluer l'obstacle, puis le franchit d'un bond gracieux avant de revenir vers Emma au petit galop. « Incroyable » murmura Antoine. « Il saute sans cavalier, sur simple demande verbale. » Emma sourit, caressant l'encolure de Tonnerre quand il revint près d'elle. « Ce n'est pas ma voix qu'il écoute, » expliqua-t-elle. « C'est ma confiance en lui qu'il ressent. » Tour à tour, elle guida Tonnerre à travers différents exercices, slalom entre des cônes, arrêt précis, changement d'allure, tout cela sans jamais le toucher, simplement par des indications verbales et des gestes subtils de sa main valide. « J'ai vu des numéros de cirque moins impressionnants, » commenta François, visiblement émerveillé. « Ce n'est pas un numéro, » corrigea Emma. « C'est une conversation. » Pour le final, Emma fit signe à Antoine qui ouvrit une barrière latérale donnant sur un pré ouvert. Emma se tourna vers Tonnerre. « Tu es libre, » dit-elle simplement, assez fort pour que tous l'entendent. « Tu peux partir si tu veux. » Un murmure stupéfait parcourut l'assistance. Mercier fit un pas en avant comme pour protester, mais Marcel posa une main sur son bras, l'invitant silencieusement à observer. Tonnerre regarda l'ouverture, puis Emma, puis à nouveau l'ouverture. Il fit quelques pas vers la liberté, s'arrêta, puis, dans un geste qui résumait tout ce qu'Emma avait essayé de démontrer, il fit demi-tour et revint se placer à côté d'elle. « Voilà votre cheval d'exception, monsieur Mercier, » dit Emma, des larmes brillant dans ses yeux. « Un cheval qui choisit de rester quand il pourrait s'enfuir. Qui fait confiance quand il aurait toutes les raisons de craindre, qui donne sans qu'on lui prenne. » Un silence profond suivit ces paroles. Mercier regardait alternativement l'adolescente et elle, étalon, son expression passant de la surprise à une forme de respect réticent. « En 3 mois, » continua Emma, « Tonnerre a fait plus de progrès que n'importe quel cheval traumatisé dont j'ai entendu parler. Non pas parce que je suis une dresseuse exceptionnelle, mais parce que nous avons créé quelque chose d'exceptionnel ensemble, un lien basé sur le respect mutuel. » Elle fit une pause, puis ajouta « Vous pouvez l'emmener, le vendre au plus offrant. Il vaudra certainement beaucoup d'argent maintenant, mais ce lien que nous avons, il ne se reproduira pas avec un autre cavalier. » Pas de la même façon. Mercier s'approcha lentement de la barrière, observant Tonnerre qui restait parfaitement calme, malgré la présence de cet étranger. « Combien ?» demanda-t-il abruptement. Emma cligna des yeux, confuse. « Pardon ? Combien pour acheter ce cheval ?» clarifia Mercier. « Pas pour moi, pour toi. » Un espoir incrédule naquit dans le cœur d'Emma. « Nous n'avons pas... » « Jean-Philippe, » intervint Marcel, s'avançant. « Tu sais que nous n'avons pas les moyens d'acheter un cheval de cette valeur. Je n'ai pas demandé le prix du marché, » répondit Mercier, un léger sourire aux lèvres. « J'ai demandé combien cette jeune fille et sa famille pouvaient offrir. »
Sylvie rejoignit sa fille, posant une main protectrice sur son épaule valide. « Nous pourrions réunir peut-être 1/10 de sa valeur, » admit-elle. Avec un prêt et en étalant les paiements, Mercier considéra cette offre, puis secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Le cœur d'Emma sembla s'arrêter. « Mais, continua l'homme d'affaires, je pourrais accepter cette somme, plus autre chose. »« Quoi donc ?» demanda Emma, sa voix à peine audible. « Un arrangement, » expliqua Mercier. « Tonnerre reste ici, sous ta responsabilité. Tu continues à le former, à développer ce lien remarquable. En échange, ma fille Camille, qui commence l'équitation, viendra prendre des leçons avec toi pendant les vacances scolaires. Elle a 13 ans et manque cruellement de confiance en elle. » Emma échangea un regard stupéfait avec sa mère. « C'est tout ?» demanda-t-elle, n'osant y croire. « J'ai aussi quelques poulains difficiles qui pourraient bénéficier de ton approche, » ajouta Mercier avec un haussement de épaules faussement désinvolte. « Nous pourrions discuter d'un partenariat plus large. » Il tendit la main vers Emma. « Alors, mademoiselle Laurent, avons-nous un accord ?» Emma regarda la main tendue, puis Tonnerre, puis sa mère qui hocha légèrement la tête, les yeux brillants de fierté. « Nous avons un accord, » dit-elle, serrant fermement la main de Mercier. Quelques semaines plus tard, par un doux après-midi d'automne, Emma était assise sur la barrière de l'enclos où Tonnerre paissait paisiblement. Son épaule guérissait bien, et elle avait recommencé à monter doucement. « Je n'arrive toujours pas à croire que Mercier ait changé d'avis, » dit Thomas, assis à côté d'elle. Il était revenu comme promis, cette fois avec un projet concret, rester en Provence pendant un mois pour aider Marcel à moderniser le système de gestion du domaine. « Je pense qu'il n'a pas vraiment changé d'avis, » réfléchit Emma. Il a juste réalisé qu'il y avait différentes façons de mesurer la valeur. Thomas considéra sa fille avec un mélange de fierté et de émerveillement. « Tu as beaucoup changé, tu sais. Tu es plus... » « entière, » compléta Sylvie, qui les rejoignait avec un panier de pique-nique. « C'est comme si tu avais retrouvé des morceaux de toi-même que tu ne savais pas avoir perdus. » Emma sourit, regardant Tonnerre qui levait la tête pour les observer. « C'est exactement ça. Quand je suis arrivé ici, j'y étais brisé, en colère, effrayé. Comme Tonnerre, nous nous sommes guéris mutuellement. Et maintenant ?» demanda Thomas. Emma sauta de la barrière, s'approchant de Tonnerre qui vint immédiatement à sa rencontre. « Maintenant, nous continuons à avancer ensemble. » Elle, étalon noir, poussa doucement son épaule de son museau, comme pour confirmer ses paroles. Au loin, le soleil commençait sa descente sur les collines de Provence, baignant le domaine Laurent d'une lumière dorée qui semblait promettre que les jours à venir seraient lumineux. Emma enlaça l'encolure de Tonnerre, respirant son odeur familière. « Tu sais quoi ?» murmura-t-elle à son oreille. « Je crois qu'on a trouvé notre place dans ce monde, toi et moi. » Et Tonnerre, comme s'il comprenait parfaitement, hennit doucement en réponse.